La partie développement, implémentation. Aujourd'hui, sur la majorité des cas d'usage, on se base sur des librairies open source où les communautés travaillent beaucoup sur l'optimisation de ces librairies-là, d'où l'importance justement d'avoir une veille, d'utiliser les librairies les plus récentes, quand cela, bien sûr, est possible. Et pour finir la partie infrastructure, donc on reviendra sur le monitoring pour optimiser, pour atteindre une IA frugale. Selon le cas d'usage, c'est très important déjà de pouvoir mesurer pour identifier les axes d'amélioration et bien dimensionner son infrastructure entre les infrastructures internes et tout ce qui peut être des ressources cloud par rapport à ses besoins. Voilà, très rapidement, je vais laisser la parole pour la partie présentation des cas d'usage. Et voilà, ce qui était important, le message, la sensibilisation, c'est vraiment de considérer l'ensemble de ces axes-là, vraiment pour répondre selon le cas d'usage aux objectifs de la frugalité. Je pense, Et Denis, c'est toi qui… juste pour compléter ce que tu valides, c'est qu'aujourd'hui, nous, dans le groupe de travail-là, on s'est concentré sur la partie plutôt data et algorithmique et on n'a pas prévu d'adresser, mais peut-être qu'on pourra les adresser, la partie software ou la partie infrastructure. Voilà, donc du coup, on va essayer de faire on va essayer d'accélérer un petit peu. Ok, donc du coup, pour effectivement faire, si on se concentre un peu plus sur la partie data et algorithme, déjà on peut segmenter finalement les méthodes frugales, celles qui vont intervenir au moment de l'apprentissage et celles qui vont intervenir au moment de l'inférence. Au moment de l'apprentissage, c'est parce qu'on veut prendre en compte le fait qu'on a un cas d'usage avec peu de données, on va voir après, ou parce qu'on veut avoir peu d'annotations sur ces données, même si on a beaucoup de données. Finalement, si on a peu de données, on a peu d'annotations, mais on peut avoir beaucoup de données, mais peu d'annotations. Et puis, on veut, de manière générale, réduire notre impact environnemental lors de l'apprentissage. Par ailleurs, à l'inférence, on peut avoir une notion de frugalité parce qu'on a une cible qui elle-même est limitée. C'est le cas des satellites, par exemple, on va avoir des ressources hardware limitées. Si on veut mettre des traitements à bord, on va devoir justement peut-être faire appel à des approches de compression. Et puis, les coûts d'inférence également, si on s'appuie sur une infrastructure cloud publique, par exemple, plus ça va coûter de temps, de GPU, etc., plus ça va être cher aussi. Donc, aussi, pour arriver à simplifier nos modèles, avoir des modèles plus légers qui permettent de réduire les coûts d'inférence et également au niveau de l'inférence, réduire l'impact environnemental. Donc, des exemples de use case où on a peu de données en pratique, ça peut être par exemple lorsqu'on veut détecter ou détecter un événement qui est rare et pour lequel on n'a pas justement énormément de données. Donc, par exemple, cette fourmi, là, je ne sais pas ce que c'est comme fourmi, mais évidemment, elle ne ressemble pas à beaucoup de fourmis. Et si je veux faire un détecteur de fourmis, probablement celle-là, ce n'est pas la première qui va apparaître dans les images. Mais on imagine tout de suite tout ce qui est aussi contrôle qualité, par exemple. En général, contrôle qualité, c'est qu'on a souvent un process qui est déjà de bonne qualité. Donc les défauts dans ce contrôle qualité, ils vont être rares, on espère en tout cas. Mais donc, on va avoir peu d'exemples de défauts sur lesquels apprendre à détecter quand il y a un défaut. Donc ça, c'est vraiment quand c'est rare. Après, le problème, ça peut être aussi que les données sont sensibles, difficilement accessibles, voire pas du tout accessibles. Difficilement accessible, c'est par exemple la donnée sensible, effectivement, tout ce qui est médical, avec toutes les restrictions liées aux données personnelles qui vont faire qu'on ne va pas disposer de milliards de données, c'est sûr, et puis voire pas accessible du tout quand on veut lancer une sonde spatiale sur les lunes de Jupiter, par exemple, la mission de jeu qui vient de partir. Tant qu'on n'a pas la sonde sur place, on n'aura pas les images. Donc tout ce qu'on peut faire, là, c'est peut-être de la simulation, des choses comme ça, mais quelquefois, on veut déployer une intelligence artificielle à un endroit qu'on n'a jamais vu et il faut quand même arriver à l'entraîner sur quelque chose. Donc, c'est aussi un cas où, effectivement, on n'a pas de données ou peu de données. Vous voyez, je te laisse la parole pour la planche suivante. C'est vrai ou Émeric prendra la main. Pour nous, ça, c'est un exemple de ce qui vient d'être dit juste avant, finalement. Pour le crédit agricole, le besoin est absolument évident. Je pense où on a envie d'anticiper les fragilités financières, les difficultés financières de nos clients. Donc, on va construire des modèles qui, à partir de l'historique de ces clients en question, vont prédire
une anomalie qui pourrait se passer dans les 6 à 9 mois. Et le besoin il est similaire dans le sens où c'est un cas qui est très rare au final, hein, c'est des clients qui passent en difficulté par rapport en tout cas à ceux qui ne passent pas. Donc on est dans un cas un peu étrange dans le sens où on a une volumétrie qui est très grande, mais on a un nombre d'exemples positifs qui lui est très faible. Donc on a un peu du mal à apprendre des modèles enfin, en tout cas en termes de performance, c'est une difficulté ce point-là. Et puis pour ajouter à ça, on a bien sûr des données qui sont grandement hétérogènes dans leur nature. On a la série temporelle, on a des données tabulaires. Bref, on a des difficultés de nature de données, mais aussi de volumétrie de la cible qui correspondent à ce petit volume de données. Si. Donc après, quel cas d'usage pour essayer de minimiser le nombre d'annotations? Donc soit parce que ces annotations nécessitent par exemple des experts pour les extraire, c'est typiquement le cas de l'imagerie médicale. Par exemple, demander à quelqu'un d'annoter la présence d'un avion dans une image, ça un peu tout le monde peut le faire, effectivement. Par contre, dire que là, il y a une tumeur ou quelque chose comme ça, là, uniquement un expert peut le faire. Alors, le temps qu'il va passer à annoter ces images, il ne va pas le passer à être avec ses patients. On peut peut-être organiser le travail pour récupérer automatiquement ces annotations faites dans le cadre de son activité, mais voilà, l'accès aux experts pour annoter ce genre d'image peut être aussi un cas où on va vouloir limiter le nombre d'annotations. Un autre cas, c'est lorsque l'annotation est difficile à extraire ou très longue à extraire. C'est le cas qu'on a, nous, avec nos cas d'usage d'imagerie satellitaire. Une image satellitaire, ça peut couvrir une zone immense. Et lorsqu'on va s'intéresser, par exemple, à la segmentation sémantique d'une image satellitaire, où pour chaque pixel de l'image, on veut dire à quelle classe il appartient parmi n classes, l'annotation va être très, très longue à faire, très difficile. Et encore plus difficile, tout ce qui est détection de changement, par exemple, entre deux images, où là, par exemple, il faut regarder deux images, alors l'œil droit sur l'image droite, l'œil gauche sur l'image gauche, et trouver où sont les changements, effectivement, est-ce qu'ils sont pertinents, ces changements ou pas. Voilà. Tout ça, c'est les difficultés. Du coup, ça va amener des notions d'extension de domaine, d'adaptation de domaine, de spécialisation du domaine, qui sont ces tâches à partir du moment où j'ai déjà une première capacité sur un certain domaine, comment, à partir d'un minimum de données et ou d'annotation, je suis capable de passer d'un domaine où ça marche à un nouveau domaine, justement, l'étendre, ou au contraire le spécialiser. Là, c'est plus ce qu'on appellerait du transductive learning, où je veux que ça marche très bien sur cette image uniquement, mais celle-là, je veux que ça marche parfaitement pour rapidement extraire toute mon information sur cette image. On pourra peut-être se revenir un petit peu plus tard. Voilà. Ouais, toujours dans le domaine dans l'idée de minimiser les annotations. Nous, on a des cas d'usage qui sont classification, extraction d'image. Le cas métier, c'est j'ouvre un compte et je demande quelque chose en termes de dossier et je dois justifier les informations que j'ai fournies. Dans ce cas-là, je vais fournir des pièces et notre objectif à nous, c'est de classifier ces pièces dans les différents types de pièces justificatives que ça peut être. Donc, on va avoir une carte d'identité. Et derrière, je veux extraire sur ces cartes d'identité, en tout cas dans ce cas-là, je veux extraire l'information qui était contenue. Donc, on a deux éléments, classification et extraction. On a exactement le même besoin, c'est que pour construire ce jeu d'apprentissage, on va avoir besoin d'annoter. C'est un processus qui est très long et qui est relativement cher humainement. Ça prend beaucoup de temps. Du coup, même question, en fait, c'est comment on minimise cet effort d'annotation et comment derrière, parce qu'après, il y a de l'analyse de ces notations-là. Est-ce que les annotateurs sont d'accord, des fois ils ne le sont pas, on prend une décision, bref, minimiser les formes de notation sur ces tâches. Okay. Et un petit dernier exemple, juste au niveau de la compression des réseaux. Donc, on a vu, tout ce qui va être computer vision et NLP et les gros modèles comme ChatGPT ont une taille énorme et on peut vouloir réduire cette taille. Vouloir la réduire, soit parce qu'on peut être plus protecteur de l'écologie, soit parce qu'on veut l'embarquer dans un téléphone portable, dans un drone, comme je donnais tout à l'heure, dans des caméras, voilà, et aussi dans des situations où on ne peut pas forcément avoir accès à Internet. On peut avoir le modèle qui serait localisé sur le cloud, on ne peut pas toujours avoir accès
et envoyer ces prédictions sur le cloud. Par exemple, la reconnaissance faciale sur le téléphone, il faut que ça puisse marcher sans réseau. Donc, dans ces cas-là, on va avoir vraiment besoin de réduire la taille du réseau pour réduire aussi le temps de prédiction. Sinon, voilà, il y a énormément d'exemples de ce style. C'est vraiment juste connu. Voilà, donc à partir de là, on va laisser la parole pour commencer à regarder un petit peu. On va vous présenter quelques méthodes de l'état de l'art qu'on a commencé à repérer, même si l'idée, c'est de rentrer plus dans le détail de l'état de l'art lors de futurs ateliers, mais déjà donner quelques pistes de quelles sont les méthodes qui ont été proposées jusqu'à présent pour résoudre ces problèmes. Merci beaucoup. Introduction très claire. Donc voilà, on va rentrer un peu plus dans les sujets. Il y a différentes thématiques comme on l'a vu. On va commencer par la problématique de pas beaucoup de données. Après, on parlera de la notation, mais là, pas beaucoup de données. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'en a pas beaucoup? Deux types de solutions. Soit on va essayer d'apprendre au mieux avec les données qu'on a, soit on va essayer d'augmenter le nombre de données qu'on a. D'accord? Qui connaît tout ce qui va être autour du few-shot learning? Est-ce que ça vous parle? Ça vous parle un peu? Ça vous parle beaucoup? Pas trop, non? Ok. Dans le few-shot learning, on va avoir quelques shots, du one-shot et du zero-shot. L'idée générale, et on va rentrer un peu dans les différentes options, c'est qu'on va aller chercher d'autres types d'informations pour pouvoir apprendre de ces données-là. Et dans l'augmentation, il y a différentes façons de faire de la data augmentation. Là, on va prendre un exemple qui va être les auto-encodeurs. Ça aussi, ça vous parle peut-être. Okay. Ça te parle, Marianne? C'est vrai, carrément. Et puis, il y a pas, on a parlé de plein de choses sympas à faire, quoi. Merci, Marianne. Donc, few-shot learning, encore une fois, l'idée, c'est que donc on n'a pas beaucoup de données. Comment est-ce qu'on va tirer le maximum d'informations de ces données pour pouvoir apprendre des choses dessus? Dans le few-shot learning, il y a tout un tas de différents types de modèles. Une option, c'est de faire des choses autour du... on va appeler du meta-learning, c'est-à-dire, encore une fois, apprendre d'informations autres que le label ou les choses qu'on a l'habitude dans l'apprentissage supervisé. On a une autre catégorie qui va être le non-meta-learning, où là, on va retrouver par exemple le transfer learning. Transfer learning, tout le monde connaît? Voilà, on prend un modèle qui a déjà été entraîné sur un autre type de données. On garde quasiment tout, sauf les toutes dernières couches, et on va entraîner une ou deux fois sur notre jeu de données à nous pour apprendre juste la classification finale. Donc, on va utiliser un système qui est déjà entraîné et on va juste utiliser le peu de données très spécifiques qu'on a pour faire ce genre de choses. Par exemple, moi, j'ai utilisé ça pour des modèles de détection de maladies de la peau. On n'a pas beaucoup d'éléments de photos de dermato. On va prendre un système entraîné sur de l'image classique, comme dans le CNN un peu costaud, et on va effacer les dernières couches, les remplacer et faire réapprendre avec quelques labels de problématiques de peau. Et ça marche assez bien. Et donc derrière, on va avoir d'autres types qui vont se baser sur donc, le meta-learning, donc récupérer des informations autres autour des images qu'on va avoir, des images ou des données qu'on va avoir. On va rentrer un peu plus dans la partie un peu métrique. Donc, c'est aller chercher des informations autour de ces données, et notamment une des métriques les plus utilisées, ça va être la distance. C'est-à-dire qu'on va avoir nos éléments, on va mesurer certaines distances qui vont nous aider à déterminer la classe à laquelle ils vont appartenir, même si on a très peu d'exemples de cette classe-là. Je vais prendre un exemple en one-shot learning. Je ne sais pas si vous connaissez cette librairie qui s'appelle Face Recognition en Python. Quelque chose qui marche hyper bien. J'ai fait mes premiers modèles un peu complexes avec ce genre de choses-là. C'est hyper rapide, ça marche terriblement bien. On donne des premières photos
de personnes relativement célèbres, par exemple. Et avec juste un exemple, il va apprendre et reconnaître sur d'autres photos avec un pourcentage de reconnaissance valide extrêmement élevé. Et on peut multiplier ce nombre d'exemplaires, 100, 200, 300 personnes. La façon dont ça marche, c'est qu'en fait, on va créer une autre métrique à partir des données de base. Là, la façon dont ça marche, c'est on a une image, on va extraire déjà le visage. Donc, on a un premier modèle de sélection de segmentation du visage. Une fois qu'on a le visage, on va extraire 60, je ne sais plus combien exactement, 60 points autour du visage. Et c'est ça qu'on va utiliser. Ces points-là vont nous permettre de déterminer, quand on va présenter de nouveaux éléments, de quel élément que j'ai en mémoire, ce nouvel élément est le plus proche. Et on va en déterminer une probabilité. Et une seule image suffit. C'est parce que d'une seule image, on va tirer en fait 60 points. Ils vont être dans cet espace multidimensionnel qui vont permettre de séparer les gens entre eux. Et ça marche vraiment très très bien. Donc on n'a qu'une seule image, oui, mais d'une seule image, on tire 60 données, points de données, qui vont permettre d'identifier cette image-là. Ça va? Ça c'est clair? Un exemple quand on n'a pas... donc là, c'est un truc sur le zero shot learning. Alors, c'est du zero shot learning, mais en fait, on va quand même apprendre à partir de certaines informations. L'idée, c'est, imaginons que vous êtes un petit enfant qui n'a jamais vu de zèbre, mais il sait ce que c'est qu'un cheval, et on lui montre un jour un zèbre, il va dire, je ne sais pas ce que c'est, ou au pire, il va penser que c'est un cheval. L'idée du zero shot learning, c'est de donner d'autres informations. Par exemple, cette chose-là, c'est quelque chose qui ressemble à un cheval, mais qui a des stripes, des rayures blanches et noires. Donc, en décrivant l'objet, même si je ne lui donne pas le label, il va être capable de pouvoir déterminer que c'est un zèbre. Donc, la façon de faire, c'est d'avoir en fait un double modèle d'image et de description de texte en texte, et de faire apprendre ce lien-là, et avec du transfer learning, pouvoir faire des inférences en donnant juste une description et pouvoir reconnaître une classe qu'il n'avait jamais vue. D'accord? Donc en fait, encore une fois, on peut pas inventer, un modèle ne peut pas inventer quelque chose qu'il n'a jamais vu. On va trouver des façons un peu différentes de pouvoir obtenir l'apprentissage basé sur d'autres types d'informations. Donc là, ça va être du sémantique. Ça peut être d'autres choses. Et c'est vraiment l'idée. OK? En ligne, ça va? Vous avez suivi? N'hésitez pas à interrompre si vous avez des questions en ligne. OK. Une autre façon donc, de faire si on a peu de données, c'est d'augmenter cette quantité de données. Les auto-encodeurs sont hyper utiles pour faire énormément de choses en génération de données. C'est tout ce que Denis a montré aussi en introduction. Ça utilise beaucoup ce genre de technique-là, où un auto-encodeur a deux parties, une partie encodeur et une partie décodeur. La partie encodeur va réduire l'image de 2 dimensions à un vecteur petit qui va condenser cette information. Le décodeur va prendre cette information condensée et recréer l'image d'origine. OK? Si on veut créer de nouvelles images, il nous suffit de prendre ce décodeur et de changer légèrement le point de ce vecteur afin de créer de nouvelles images et qui auront toute l'information qu'il y a dans notre jeu de données, qui a les mêmes règles statistiques que notre jeu de données dont il a appris
qu'il a encollé puis décollé. D'accord, ça va? C'est à peu près simple? À peu près compris? Très bien. Je passe la main sur les annotations. Bien. Voilà. Voilà, donc là, pareil, les différentes techniques utilisées pour essayer de minimiser le nombre d'annotations. Donc déjà, si on part d'un dataset, on a les 3 cas possibles. Soit mon dataset, il est fully label, entièrement annoté. Là, je suis dans le cadre de l'apprentissage entièrement supervisé. Donc là, c'est le cadre classique, je dirais. Après, on a le cas où on est partially label, dataset. Donc, on a certaines données annotées, mais d'autres non. Alors, il y a plusieurs cas, justement. Donc là, on est dans le cas du semi-supervised learning, donc semi-supervisé, où soit on est dans un cas incomplete data, donc c'est ce que je viens de dire, une partie du dataset est annotée, mais pas le reste. Et potentiellement, en général, on a une petite partie du dataset annotée et beaucoup de données non annotées. Et comment est-ce qu'on arrive à quand même extraire de l'information à partir de ça? Ça peut être weekly supervised aussi parce que les annotations sont bruitées. Donc ça, parce que voilà, l'annotation était compliquée à faire et que du coup, peut-être tous les annotateurs ne sont pas tous d'accord. Voilà, donc ça, il y a du bruit dans l'annotation, dans la vérité terrain, qui n'est plus vraiment une vraie vérité, on va dire. Ou c'est du weekly supervised learning parce qu'on a des données qui sont peu précises, enfin des annotations qui sont peu précises. Donc typiquement, ça c'est le cas où on va dire que par exemple dans une image, il y a un chat, mais on ne dit pas où se trouve le chat. Voilà. Donc on prend la tâche sur laquelle le plus de gens travaillent. Donc on ne sait pas exactement où il se trouve, mais on sait qu'il y en a un. Voilà, donc avoir des annotations à un niveau un peu plus global que ce qui nous intéresse vraiment, qui est de repérer où se trouve le chat dans l'image. Et puis enfin, il y a le troisième cas où le dataset n'est pas du tout labellisé, donc il n'y a strictement aucune annotation, qui peut se retrouver dans la partie non annotée du weekly supervised finalement, et où là on va utiliser les approches de self-supervised learning, donc, où là finalement ces approches, on va voir qu'elles créent elles-mêmes leurs propres annotations à partir de tâches prétextes. Donc là, on a deux approches, le predictive learning ou le contrastive learning. Voilà. On ne va pas voir toutes les branches de cet arbre, mais détailler un petit peu quelques-unes des approches qui peuvent être utilisées dans ce cas de déjà weekly supervised learning. Donc, une première approche qui a été beaucoup utilisée, c'est ce qu'on appelle soit du self-learning, soit du pseudo-labeling, ou même du bootstrapping, je crois que j'ai vu des choses comme ça, qui consiste simplement à dire, puisque j'ai quand même dans le weekly supervised learning une partie de mon dataset qui est annotée, je peux quand même construire un modèle à partir de ça et commencer à faire des inférences à partir de ce modèle. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va apprendre un premier modèle, faire des inférences du coup sur la partie non annotée du dataset à partir de ce modèle. Et l'idée, c'est d'utiliser ces inférences comme complément de vérité terrain pour réentraîner une deuxième version du dataset. Alors, évidemment, si on fait ça sur toutes les inférences, ça ne va pas très bien marcher parce que le premier modèle n'est pas forcément très bon. Donc, il y a une méthode de sélection en général des inférences qu'on va garder et celles qu'on va rejeter. Alors, c'est là où c'est un peu délicat, c'est-à-dire que si on ne s'appuie que sur les inférences qui sont extrêmement sûres, on ne va rien apprendre de nouveau probablement, parce que s'il est très sûr, c'est qu'il n'y a pas besoin d'apprendre plus à ce moment-là. Et inversement, si on prend celles qui ne sont pas sûres du tout, probablement on est en train d'apprendre quelque chose qui est faux. Donc, il faut trouver le bon compromis. Mais en tout cas, c'est le principe, et en itérant comme ça, donc en trouvant les inférences qui sont relativement sûres, mais qui gardent encore un petit peu d'incertitude, on va dire, on arrive à réapprendre quand même des choses et améliorer petit à petit le modèle comme ça, en itérant sur des annotations qui seraient extraites automatiquement sur nos images non labellisées. Donc ça, ce que j'ai décrit, c'est que ça n'utilise que les annotations les plus sûres, mais il y a des évolutions d'approche comme le UTPL, là, qui veut dire Using Unreliable Pseudo-Labels aussi, voilà, qui va un peu plus loin et qui se dit, c'est un peu dommage de ne pas utiliser quand même les inférences sur les pixels où on n'est pas sûr. Parce qu'on n'est pas sûr, mais souvent, c'est ce qu'on voit un peu dans ce graphe-là, où on a la distribution quelque part des probabilités après un softmax
sur les différentes classes. Donc, dans le cas gauche, là, on est très sûr qu'il s'agit de, je vois pas la classe, mais d'une personne. Et dans le cas droit, par contre, il y a un autre pixel de l'image qui se trouve entre la moto et l'enfant, là, et du coup, qui hésite entre différentes classes. Il hésite entre personne, motorcycle, voilà. Mais par contre, donc, il hésite entre ces classes, effectivement. Donc là, c'est un peu dangereux de dire que ce pixel appartient à une de ces classes. En revanche, il n'hésite pas du tout sur le fait de dire que les autres classes, il est quasiment sûr que c'est pas un avion, c'est pas un oiseau, c'est pas voilà, d'autres classes. Et donc, on va pouvoir lui aussi utiliser cette information-là en constituant des bases de données quelque part de pixels négatifs, disant, ben voilà, ces pixels-là, je suis sûr que probablement c'est pas cette classe-là. Et on peut construire une fonction de coût qui prenne aussi cette information-là. Finalement, en faisant ça, on va être capable d'utiliser à la fois les pixels les plus sûrs, donc ceux qui ont une entropie faible ici sur les scores pour renforcer les annotations positives, et les pixels les moins sûrs, donc ceux qui ont une entropie grande dans les scores, pour cette fois-ci renforcer un coup sur le fait que ça ne fait pas partie de calcul. Voilà. Donc ça, c'était tout ce qui est self-learning. Après, une approche qui est très intéressante aussi, qui est l'aspect active learning, où là, avec cette notion de active, on va faire intervenir un opérateur dans la boucle qui va du coup venir annoter des images ou des données que l'algorithme d'active learning lui suggère. Donc à partir en gros de la performance du modèle actuel et ses incertitudes, et à partir de comment les données elles-mêmes se répartissent dans un certain espace, on va être capable d'échantillonner les données à annoter pour demander à annoter les données qui sont, par exemple, les plus incertaines en termes de prédiction. Si notre modèle est relativement incertain sur une donnée, ben, ça vaut le coup de la faire annoter pour qu'il s'améliore au coup suivant. En fonction de est-ce que la donnée est très similaire à ce que j'ai déjà vu avant, ou au contraire est relativement distincte. Donc là, il y a des notions de clustering sur la donnée dans un espace qui souvent est choisi à partir d'un ce qu'on appelle un embedding, donc un vecteur qui est extrait du réseau lui-même, donc qui permet de placer finalement notre dataset en cluster et de vérifier est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de tirer des images dans ce cluster qui est peu représenté finalement et sur lequel je vais probablement apprendre des choses. Et puis, il y a carrément, est-ce que j'ai certaines données qui sont vraiment à la limite, bon, ça rejoint un peu l'incertitude, mais qui sont vraiment à la limite de la frontière entre classe 1 et classe 2, par exemple. Et du coup, celles-là, ça vaut le coup aussi d'essayer de les échantillonner pour les faire annoter et du coup, s'améliorer grâce à ça. Voilà. Ça, c'est l'aspect actif. Enfin, dernier aspect, co-teaching, co-learning, qui là cherche à traiter la problématique des données bruitées, donc c'est-à-dire pour lesquelles certaines données, certaines annotations sont fausses en fait. Et donc du coup, une des approches il y a plusieurs approches qui sont proposées, mais en tout cas une des approches qui est d'entraîner en parallèle plusieurs réseaux qui vont du coup avoir des avis un peu différents, notamment sur les données qui sont bruitées, et d'utiliser soit le fait qu'ils soient d'accord, soit pas d'accord, pour renforcer la fonction de coût ou la diminuer au contraire selon leur accord. Et justement, l'accord, il va être jugé non seulement sur la prédiction finale, mais aussi sur la représentation qui sort du réseau. On s'attend à ce que si les deux réseaux sont censés être d'accord, ils vont sortir tous les deux des représentations qui devraient être proches. Donc, si les deux représentations sont proches, mais que les labels sont différents, c'est peut-être que simplement les labels étaient faux, enfin le label de l'un des deux est faux, et donc on va avoir une fonction de coût qui combine un peu un compromis entre je cherche à avoir des représentations identiques ou je cherche à vraiment matcher ma vérité terrain. Et donc, grâce à ça, on arrive à gommer un petit peu le bruit qu'il va y avoir dans la vérité terrain. Voilà, sur ce qui est l'aspect self-supervised learning, donc là, on est dans le cas où on n'a aucune annotation. Qu'est-ce qu'on peut faire des données si on n'a aucune annotation? Alors, la première approche qui a été développée assez tôt, qui est assez simple, consiste à finalement se donner des tâches prétextes, donc ce predictive learning, où on va avoir des tâches prétextes dont on peut calculer automatiquement la vérité terrain, et dont on est sûr, pour le coup. Donc, la tâche prétexte, ça peut être typiquement dans les images,
j'ai des images couleurs au départ, je les passe en noir et blanc et je lui demande de retrouver la couleur des pixels. Ça, la vérité terrain, je peux la calculer automatiquement, c'est juste mon image finale. Et pourquoi est-ce que ça peut marcher? Ben, effectivement, pour arriver à dire que là, c'est vert. Alors bon, sur cette image, ça va être peut-être un peu compliqué, mais bon, en tout cas, il faut avoir une certaine compréhension de la scène pour arriver à finalement la coloriser de la bonne manière, que le ciel qui est plutôt en haut, il est plutôt souvent bleu ou gris, voilà, etc. Donc, finalement, en essayant de résoudre cette tâche prétexte, qui est à zéro coût en termes d'annotation, le réseau va quand même apprendre des primitives, certaines structures de notre dataset qui peuvent être ensuite utiles pour l'étape suivante qui sera de reconnaître peut-être tel ou tel objet, de l'étiqueter tel ou tel objet. Une autre tâche prétexte, c'est simplement de tourner l'image avec une rotation quelconque et de lui demander d'estimer la rotation de l'image. Là aussi, c'est gratuit en termes d'annotation, mais il faut, pour arriver à comprendre que, pareil, le ciel est plutôt en haut, etc., d'habitude, il faut qu'il arrive à interpréter un petit peu la scène. Dernière approche, c'est toutes les approches masking, où on va masquer une partie de la donnée et on va lui demander de retrouver ce masquage. Ça, c'est quelque chose qui est aussi utilisé en vidéo, par exemple, beaucoup, où on va essayer de prédire la frame suivante. Par exemple, on lui donne les premières frames, prédis-moi la frame suivante. Et ça, pareil, la vérité, etc., on la connaît. Les formes, les faits sont séquentielles en même temps. Alors, en général, les approches utilisent l'une de ces méthodes et pas forcément tout ensemble. Après, ça dépend beaucoup du type de data qu'on a, effectivement. Voilà, telle ou telle approche va être plus ou moins pertinente dans le cadre de tel type de données aussi. Voilà, donc ça, c'est adapté en fonction du cas d'usage. Mais pour l'instant, effectivement, les papiers, c'est plutôt, ils ont utilisé une tâche prétexte, voilà, qui était une autre tâche prétexte qui est beaucoup utilisée maintenant, qui était plutôt justement ce contrastive learning, c'est un peu aussi une tâche prétexte. C'est finalement le plus simple, c'est de dire, je prends une donnée et je vais l'augmenter de différentes manières, parce que dans tout ce qui est apprentissage des modèles, il y a toujours ce data augmentation. Bon, là, je vais l'augmenter de telle sorte que mon augmentation ne change pas ma vérité terrain, ça c'est important. Donc, par exemple, j'ai une photo d'un chien, mon objectif c'est de classifier des chiens, donc je vais juste prendre des crops de cette image-là. Ces deux crops, si je n'ai pas pris un crop minuscule, normalement c'est toujours des photos de chiens, et du coup, je vais essayer de faire en sorte que mon réseau extrait les représentations des deux augmentations de l'image initiale qui soient les plus proches possibles et à l'inverse, les plus éloignées possibles des représentations d'autres images qui normalement ne représentent pas le même objet. Ça, c'est vraiment en lien avec ce qui est fait effectivement dans le few-shot learning, c'est comment apprendre des représentations qui soient le plus robustes, notamment aux augmentations qu'on va pouvoir opérer et dire que voilà, tout ça c'est un chien, quelle que soit finalement la couleur de l'image, le crop que j'ai fait sur la tête ou ailleurs, etc. Voilà, et donc ça c'est tout ce qui est utilisé beaucoup en contrastive learning. Voilà, donc ça vous a donné un petit peu un panel des approches qui sont utilisées et il faut savoir vraiment ces approches. Alors, ces approches donc arrivent à avancer pas mal sur l'aspect quantité d'annotation. En revanche, on ne va pas se mentir, elles sont pas bonnes du tout, souvent en termes d'impact environnemental, parce que malgré tout, l'idée là, c'est d'exploiter des gros volumes de données et grâce à des tâches prétextes extraits sur ces gros volumes de données, donc ça veut dire beaucoup de compute, effectivement, d'arriver à ensuite entraîner une nouvelle tâche sur laquelle on a peu d'annotation avec des bonnes performances. Donc là, c'est vraiment, voilà, je garde des bonnes performances avec peu d'annotation, mais je ne résous pas trop mon problème d'impact environnemental avec ça. Voilà. Et du coup, on va regarder justement l'aspect impact environnemental avec la suite ici de Marianne. Donc nous, on s'intéresse justement pas mal à cette question de l'impact environnemental. Donc, je pense que vous êtes tous conscients que, par exemple, les gros modèles de langage,
lorsqu'ils sont appris, il y a une consommation énergétique qui est assez importante. Donc moi, par exemple, un truc qui m'avait particulièrement frappé, c'est qu'une fois, j'avais visité un data center et en fait, ce que les gens m'avaient expliqué, et c'était que vraiment la consommation d'énergie, par exemple, dans un data center, quand il y a des entraînements, des choses comme ça correspond à une ville de 20 000 habitants. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est tangible, quoi. On se promène dans un campus et dans ce campus-là, on consomme autant qu'une... je sais pas, peut-être la ville où vous allez passer votre week-end. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est pas quelque chose de négligeable, quoi. C'est quelque chose qui se touche du doigt. Donc, il y a donc plusieurs méthodes. Donc, il y a 2 objectifs, en fait, là-dedans. Il y a d'abord réduire la consommation énergétique quand on entraîne les modèles. Et puis aussi, c'est un peu ce que tu as dit, Annabelle, gagner en temps d'influence. Donc, il y a plusieurs approches. Donc, d'abord, il y a tous ces aspects qui sont autour de la data augmentation. Donc, ce qu'on peut appeler aussi de la distillation. Donc, c'est en fait, on essaye de créer des images synthétiques et puis à partir de ça, d'entraîner des modèles. Donc, un petit exemple qui est donné ici. Il y a aussi en fait le fait de remplacer. Ouais. Pas les distillations, de retirer des images. Oui. Alors, il y a 2 choses différentes. Donc, on va parler de distillation de modèles, en fait. Et puis, en fait, il y a aussi effectivement le fait de sélectionner des images c'est un peu l'état d'esprit Active Learning qui a présenté un peu de nous tout à l'heure. Voilà, c'est un peu le même état d'esprit, c'est-à-dire, effectivement, il y a cette idée d'entraîner le modèle, par exemple, sur moins d'images, et donc, dans ce cas-là, d'avoir peut-être moins de consommation énergétique. Je crois la distillation, alors je ne connais pas très bien le domaine, mais je crois qu'effectivement, l'idée, c'est de dire j'ai un énorme dataset d'apprentissage. Probablement là-dedans, il y a énormément de redondance. Comment est-ce que je peux distiller ce dataset dans un dataset beaucoup plus réduit, soit par uniquement sélection des échantillons qui sont potentiellement suffisants pour apprendre la même chose que sur mon énorme dataset, soit par génération de nouveaux échantillons qui sont peut-être des moyennes de certains échantillons du dataset initial. Donc, on peut aussi s'autoriser à transformer le dataset initial. Mais l'idée, c'est que la tâche, c'est à la fin, je veux obtenir la même performance que si j'avais fait mon énorme dataset. Et l'intérêt, c'est qu'après, une fois que j'ai ce petit dataset, je peux peut-être l'utiliser pour beaucoup plus rapidement faire de l'hyperparamètre, tester mes hyperparamètres, optimiser toute ma chaîne d'apprentissage. Une fois que je l'ai fait là-dessus, peut-être qu'une dernière fois, je vais reprendre mon énorme dataset et je vais faire un dernier apprentissage pour voir est-ce que par hasard, il va me être encore quelques petits pourcents. Mais l'idée, c'est cette notion de probablement dans le dataset initial, j'ai énormément de redondance et est-ce que je ne peux pas essayer de le limiter? En fait, l'idée de distillation, c'est, pour compléter un peu ce que dit Denis, c'est en fait l'idée du surrogate. Donc, surrogate, c'est-à-dire on a quelque chose qui est compliqué, qui est soit un dataset, soit un modèle, et on essaie de le remplacer par quelque chose de plus simple. Donc, dans ce que vient d'expliquer Denis, c'est effectivement, on a un dataset qui est très complexe en termes peut-être de diversité, et puis on va essayer de le sparsifier, de le rendre plus parcimonieux et de sélectionner juste les informations importantes. Donc, par différentes méthodes, soit en faisant du active learning, soit en générant d'essayer de comprendre quelles sont les données typiques. Et il y a aussi le deuxième pendant, qui est aussi un peu la même idée, qui est modèle distillation. Donc, c'est toujours la même idée. On a un modèle qui est complexe, qui peut être, par exemple, un réseau de neurones avec plein de couches. Et ce modèle-là, on essaie de le remplacer par un modèle plus simple. Alors, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on fait ça. Il peut y avoir la raison du coût énergétique, qui est la première motivation que j'ai donnée. Et puis, il peut y avoir une autre raison qui est celle de l'explicabilité, par exemple. Donc, la problématique initiale de la distillation, le premier papier un peu fondateur, c'est celui d'Hinton qui essayait de remplacer en fait des réseaux de neurones compliqués par des arbres de décision. Et là, c'était pas une question de coût environnemental, c'était une question plutôt d'avoir en fait de l'explicabilité parce que les arbres de décision, c'est quelque chose de facile à raconter. Donc, c'est vraiment le principe, le concept, c'est vraiment j'ai quelque chose de compliqué et puis j'en fais quelque chose de simple. Et ça, c'est une idée qui sert entre guillemets tout le temps. Par exemple, quand on a des modèles de climat avec des EDP, des choses comme ça, des trucs très compliqués, on le remplace par quelque chose de simple. Voilà. Et ça intervient dans plein de choses. Cette idée, justement, des données synthétiques, c'est une idée aussi qui intervient, par exemple, quand les gens ont des modèles physiques très compliqués, ils essayent de créer des modèles simples qui vont pouvoir être racontés par les physiciens. Et ça intéresse beaucoup les gens et c'est vraiment quelque chose
qui est très tangible, très concret. Voilà. Et après, nous, on est vraiment dans la perspective de la frugalité, mais la frugalité, bah, tu vois, elle peut se concevoir de plein de manières différentes. C'est en gros l'idée de simplicité en termes de consommation énergétique, mais aussi en termes d'explication, de manière dont on raconte, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très conceptuel. Donc, bah voilà, donc ça, c'est effectivement donc, tout ce qui est distillation de modèle. Donc, en fait, ça revient un peu à ce que décrivait Annabelle tout à l'heure en mettant student and teacher. Donc, il y a en fait deux modèles, un compliqué, un simple, et puis on essaie de transférer un peu l'information de l'un à l'autre une fois qu'on a appris. Et ça, c'est quelque chose de très utile. Bah, par exemple, il y a plein de choses, le TinyVert, le TinyLolo, bah, ça c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand je vais avoir quelque chose sur mon téléphone, bah, si je veux reconnaître des objets sur mon téléphone, j'ai intérêt à avoir un TinyLolo. Et ça, c'est utile, quoi. Dans la vie de tous les jours, très concrète, c'est très utile. Donc, du coup, l'idée de la distillation de modèles, c'est quelque chose de très, très intéressant. Alors après, il y a deux idées en fait que j'aime bien. Il y a une idée qui est très simple, qui est l'idée de la quantisation. Alors l'idée de la quantisation, c'est quelque chose de très bête, c'est qu'en fait, on a envie de gagner en temps d'inférence. Et ce qui se passe, c'est que quand on stocke les poids, si par exemple vous avez appris votre modèle, votre YOLO ou n'importe quoi, vous le stockez sur votre téléphone portable, rien que le coût de stockage, ben, c'est quelque chose qui est embêtant, ça prend de la place. Et une manière très simple de faire, c'est de stocker vos poids sur moins de bits. Donc ça, c'est quelque chose de bête, entre guillemets, mais en fait qui fait gagner plein de temps. Et c'est la quantisation, et je pense c'est fait dans plein de, il me semble que dans plein de cartes graphiques, c'est fait de manière assez naturelle. C'est une idée qui est assez ancienne. On est maintenant à des milliards de fois. Donc, ouais, exactement. Donc on a vraiment besoin de ça, parce que c'est juste pas possible de stocker plein de poids et de passer du temps de stockage à ça. Donc ça, c'est quelque chose de très utile. Bah, pareil, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose que vous faites. Voilà, alors là, je vais parler de quelque chose que j'aime bien, qui est mon petit truc préféré. C'est la compression de réseaux de neurones, mais via des approches tensorielles. Alors, donc un premier exemple qui est le AlexNet classique. Bah, vous avez tous vu des petits schémas avec des réseaux de neurones de partout. Et en fait, bah, là-dedans, dans les couches convolutionnelles, il y a des tenseurs. Et en fait, ces tenseurs-là, ce qu'on a envie, c'est de les compresser. Au lieu d'avoir un tenseur très compliqué, bah, ce tenseur-là, l'écrire de manière plus simple. Alors, vous avez votre objet qui est très compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de l'écrire comme une somme de tenseurs, de tenseurs 1D qui sont tensorisés entre eux. Donc ça, c'est l'idée. Et en fait, quel est l'intérêt? C'est qu'on doit stocker beaucoup moins de choses. Alors évidemment, si j'ai un tenseur très compliqué, bah, là, pour passer de cette écriture complexe à cette écriture simplifiée, bah, je vais devoir faire une approximation. Et le but du jeu, c'est d'essayer de remplacer mes couches convolutionnelles, mes tenseurs qui encodent mes couches convolutionnelles exactes, entre guillemets, par des approximations qui utilisent des décompositions tensorielles, c'est-à-dire des représentations qui sont un peu simplifiées, et avec pas de perte d'accuracy, et en même temps en réduisant les coûts de stockage. Donc ça, c'est des méthodes qui ont été introduites vers 2015, ça a commencé à être introduit. Donc les premiers travaux, c'est autour de tout ce qui est CNN, donc Charnet, etc., reconnaissance du caractère, etc. Et puis, en fait, il y a toute une littérature qui a été faite, et vous voyez que le but du jeu, ce qui est le plus amusant, c'est de savoir comment est-ce qu'on va réduire notre tenseur, comment est-ce qu'on va simplifier la représentation de notre tenseur. C'est ça là où il y a du travail à faire, c'est ce qui nous amuse. Donc, voilà. Donc du coup, et après la question, c'est est-ce qu'on a fait un bon travail, c'est-à-dire est-ce qu'on a les performances de notre réseau, elles restent comparables. Et puis vous voyez qu'en fait, ça c'est sympa. Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu de faire une convolution par un tenseur, par exemple 3D, vous faites une convolution suivant une direction par un tenseur 1D, puis suivant une autre direction par un tenseur 1D. Donc du point de vue computationnel, on gagne beaucoup de temps. Et puis en même temps, c'est interprétable dans la mesure où, en fait, faire une convolution par direction ou dimension, c'est un truc qu'on comprend bien et qui sera redondant. Donc c'est quelque chose, voilà, qu'on aime bien. Alors il y a d'autres gens qui ont eu ces idées-là, et en fait, une fois que les gens ont appris à jouer avec des CNN, ils ont joué avec d'autres architectures. Donc moi je parlais tout à l'heure des large language models. Donc on a tous en tête BERT, GPT, etc. et tout. Ça coûte cher d'entraîner de tels réseaux.
Et en fait, ce que les gens ont remarqué, c'est que quand on prenait, par exemple, BERT, l'architecture de BERT, et qu'on regardait les tenseurs qui étaient à l'intérieur, en fait, on se rend compte que ce sont tous des tenseurs qui sont des tenseurs complexes, c'est-à-dire de rang plein, c'est-à-dire toute l'information semble importante a priori dans ces tenseurs-là. Donc, c'est pour ça que les gens se sont dit, bon, voilà, il y a peut-être manière d'améliorer les choses et d'utiliser les techniques qui sont développées ici. Donc, c'est ce que les gens ont fait. Et effectivement, ça a permis de gagner, non pas en temps d'inférence cette fois-ci, parce que ce n'est pas le temps d'inférence qui est important lorsqu'on apprend des modèles de langage, c'est plutôt le temps d'entraînement. Et le temps de stockage aussi, le coût de stockage. D'accord? Donc, ce n'est pas les mêmes enjeux qu'en computer vision. Par exemple, quand vous avez un petit YOLO, ce qui est important pour vous, c'est de gagner en temps d'inférence parce que vous voulez reconnaître un objet le plus vite possible. Là, ce n'est pas le plus vite possible, c'est plutôt quand je vais stocker mes coefficients, quand je vais, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir par exemple un TINVERT ou un DCILVERT. Toutes ces versions-là, elles sont importantes parce que ça évite de stocker beaucoup de poids, ça évite d'avoir, voilà, c'est plutôt d'autres motivations, mais la technique reste intéressante. Voilà, et après, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter notre papier préféré, accepté à ACL il y a une semaine, donc voilà, ça me fait plaisir. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait, on a fait la même chose que les copains, sauf que nous, en fait, on a essayé de faire du multitask learning et d'apprendre toutes les tâches qui sont dans le blue, c'est-à-dire il y a différentes tâches, natural language inference, masquage, etc. Il y a plein de tâches, et nous, on s'est posé la question du multitâche. Est-ce qu'on peut un peu mélanger tout ça? Et puis voilà, on est content. Voilà. Donc sur cette belle phrase, on est content. Tu n'as pas mis le lien sur le papier dans le. Je vais le mettre. Je vais le mettre. Ouais, carrément. Parce que là, c'est vrai que aujourd'hui, on balaye un peu l'overview pour vous donner un peu les sujets qu'on va poser par la suite. Voilà. Mais. De toute façon, on va mettre le papier sur Archive et on va faire la pub un maximum. Bon, voilà. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on sait qu'on consomme? Ça, je laisse la parole. Je crois que c'est. Voilà. Et donc alors, ça, c'est aussi pour introduire les prochains ateliers, parce que l'idée, c'est de regarder ces méthodes de compression. Mais pour savoir que ces méthodes de compression sont efficaces, il faut pouvoir qu'on donne un outil de mesure de référence. Et donc, on fera un premier atelier justement sur ces outils de mesure. À partir d'un cas d'usage, on va regarder ces outils de mesure et sélectionner un outil de mesure qu'on aura de référence, qui nous permettra par la suite de rentrer dans ces méthodes et de les comparer en fait. Donc, vas-y, Romain, je te laisse parler un petit peu des outils qu'on va utiliser. On a tout d'abord pensé qu'il y avait des outils qui étaient disponibles avec les cloud providers classiques, qu'on connaît tous, AWS, GCP, Azure et aussi OVH et d'autres. Mais on s'est dit que finalement, ce n'était pas forcément pertinent de les aborder par la suite parce que ça dépend beaucoup de qui utilise quel outil. Ça peut être comment dire, tout le monde n'a pas utilisé le même outil, le cloud. Et nous, on préférait du coup avoir des outils un peu open source que tout le monde peut utiliser avec Python. Donc là, on s'est plutôt focus sur 3 librairies Python open source, donc facilement installable et facilement utilisable aussi, parce que c'est des petits bouts de code pas très compliqués à faire. Du coup, on a trouvé 3 ici pour l'instant. Bien sûr, on pourra enrichir ces 3 librairies. Donc, on a Code Carbon, Carbonite et Carbon Trigon. Donc, si tu veux, Wally présenter Code Carbon dans un premier temps. Et donc, rapidement, on va balayer un petit peu ces librairies. Donc, Code Carbon, comme tu viens de le dire, c'est un outil de mesure. Globalement, c'est une librairie Python en fait, qui va s'intégrer à un projet comme n'importe quelle autre librairie Python. Et son objectif, c'est de mesurer 3 choses. Le temps de calcul, l'électricité consommée par ce calcul et au final, l'émission carbone induite par le calcul en question. En soi, en termes d'input, c'est relativement simple, dans le sens où ça va aller identifier sur les machines ce qui est disponible et comment ça tourne. Ça va aller identifier, grâce à la localisation du serveur ou de la machine, le mix énergétique de l'endroit en question.
Et dans notre code, on verra ça juste sur la slide d'après, on va aller identifier les éléments qu'on veut mesurer pour ainsi obtenir la mesure en question. C'est open source, c'est gratuit et c'est mis à jour très régulièrement. Du coup, c'est effectivement de bonne qualité d'un point de vue industriel. Et là, on vous met deux petits exemples qu'on a trouvé intéressants parce qu'en fait, c'est tout l'objectif de la librairie pour nous. C'est bon, c'est un exemple de calcul d'un apprentissage, mais c'est pas ça qui est important. C'est qu'au final, on fournit avec cette librairie-là l'information à l'utilisateur de la consommation de son entraînement à lui maintenant. Et on peut faire un équivalent en lui disant que sans entraînement, c'est un aller-retour moyen en voiture, travail-maison. Donc finalement, c'est se représenter, et on le disait tout à l'heure sur cette notion de serveur, c'est se représenter la consommation réelle du lancement des codes. Du point de vue implémentation, c'est simple parce que c'est event-based en fait. On va créer notre classe d'émission, enfin de tracker, on va lui faire un start, on va lui faire un stop, et on peut donner des infos comme le nom de l'étape pour s'y retrouver derrière, mais on va se retrouver à la fin avec un CSV et toutes les étapes qu'on aura nommées ou pas, les différentes informations qu'on a juste au-dessus, qui sont intégrées là-dedans. Donc tout ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a intégré à notre librairie d'AutoML. Donc, toujours dans la même idée, c'est de fournir, en plus des métriques classiques de machine learning qu'on va pouvoir avoir sur nos modèles, de fournir cette information de consommation et pour pouvoir prendre de manière intelligente, de manière éclairée, la décision face à l'équilibre entre la performance et la consommation qu'on a très souvent à prendre. Plus on a des modèles complexes, souvent on peut gagner de la performance, mais est-ce que ça vaut le coup? C'est l'objectif de cette méthode. Je vais laisser la main pour Carbon AI. Voilà qui. Donc, la deuxième librairie qu'on a regardé, c'est Carbon AI. Donc, c'est une librairie qui fait à peu près la même chose globalement que Code Carbone. Et c'est principalement compatible avec des modèles de machine learning classiques avec la librairie scikit-learn. Et donc, pareil, on va initialiser un objet de type de classe Power Meter en lui donnant quelques informations, par exemple le nom du projet, le pays dans lequel on est pour qu'il ait accès au mix énergétique du pays, et d'autres informations comme par exemple le package qu'on utilise, l'algorithme, de machine learning, le type de données qu'on a, tabulaire ou non, la taille du jeu de données. Et ensuite, on va pouvoir, avec un petit décorateur, le mettre avant une fonction d'entraînement d'un modèle. Et on aura ensuite, à chaque fois qu'on va appeler cette fonction, on aura un CSV qui va se mettre à jour à chaque fois ligne par ligne, avec un petit peu comme le code carbone, la date à laquelle ça s'est mis à jour, le pays dans lequel on est, le nom du programme qui est en train de tourner, et la consommation du CPU et du GPU. Et voilà, petit exemple aussi de code. Et le troisième qu'on a aussi repéré, c'est Carbon Tracker. Donc, cette librairie va plutôt être adaptée au modèle de deep learning, donc avec des modèles avec des époques. En fait, ça va permettre du coup soit de traquer au fil et à mesure de l'entraînement le temps, la consommation en termes d'énergie, la consommation, l'émission de CO2, mais ça a aussi une partie prédiction, parce que ça va s'entraîner sur un certain nombre d'époques. Par exemple, imaginons qu'on a un modèle qui s'entraîne sur 100 époques, et on va juste lui l'entraîner sur le tracker sur 10 époques. Et après, il va pouvoir essayer de prédire la consommation. On n'aura plus chaque fois besoin de l'avoir en temps réel et pouvoir lui faire une prédiction. Et donc, pareil, donc là, en fait, c'est par époque, on va lui dire que l'époque, elle commence et que l'époque se termine. Et du coup, c'est ça qui va pouvoir, au fur et à mesure des époques, avoir la consommation d'énergie. Et pareil, aussi un petit exemple output. Ici, on a le temps, l'énergie, l'équivalent CO2. Et on a aussi un petit peu l'équivalent de kilomètres parcourus par une voiture pour aussi se rendre compte un petit peu de ce qu'on a consommé durant l'entraînement. Donc voilà pour ces trois librairies qu'on va explorer par la suite. On parle de mesures principalement à l'entraînement, ça se fait ou à l'exposition de
peut faire vraiment pour un moment. Et avec le même outil? Ouais. D'accord. C'est vraiment, tu mets un start, stop. Ça peut être pour la récupération de données, le billing, la préparation, également. C'est bien de mettre et justement des marqueurs, d'avoir une nomenclature un peu très définie pour dire ça, tu peux récupérer cette info. Voilà, donc l'idée effectivement, c'était vraiment de vous donner un overview de tout ce qu'on imagine un peu balayer sur les prochains ateliers, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et de la prochaine année. Voilà, donc c'est vraiment tous ces sujets-là. Il y en aura peut-être d'autres, il y en a, voilà, c'est pas figé. Mais en tout cas, dans les prochaines étapes à court terme, donc, on va commencer par un premier workshop qui sera sur la partie Small Data ou Annotation, Minimize Volume Annotation. Et donc, sur la date est confirmée, mais ce sera certainement le 29 juin, fin juin, avec un use case ou plusieurs use cases. Et l'idée, c'est à partir de ces use cases, d'identifier finalement les méthodes à l'état de l'art. Et aussi, les méthodes, il va potentiellement y avoir déjà des paperless codes, ça code à implémenter pour que ce soit beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Et benchmarker ces méthodes sur ces use cases pour voir quelles sont les plus efficaces. Comme on imagine le prochain workshop, c'est qu'on imagine donc présenter les use cases, présenter les méthodes, vous laisser avoir accès aux données, pouvoir mettre en œuvre. Et ce qu'on se disait, c'est qu'on vous laisserait le temps finalement de le mettre en œuvre et qu'on fera un atelier futur où on regarderait les résultats ensemble. Donc c'est ça l'idée. Donc c'est de mettre à disposition ces outils-là, vous laisser le temps de jouer avec, d'implémenter, de tester et de partager ensuite les résultats. Voilà. Et sur la partie outils de mesure, donc à voir encore si on y arrive sur début juillet à faire un premier atelier, donc un benchathon. Hein, donc l'idée c'est de benchmarker pour l'instant ces 3 outils. Peut-être qu'il y en aura d'autres à voir. Si vous avez d'ailleurs connaissance d'autres outils, n'hésitez pas à les partager, hein, on sera les bienvenus. Et donc on se définira un cas d'usage. On se définira le cadre de comment on va benchmarker ces outils, et définir des critères, des métriques, des critères d'évaluation, définir un cas d'usage, et à partir de ce cas d'usage défini, regarder effectivement ce que donnent les 3 outils en termes de métriques, en termes de consommation, et qui est ce qui nous paraît le plus optimum et le plus réaliste. Et après, une fois qu'on aura identifié cet outil, on conservera cet outil pour passer à la suite. Donc, c'est toutes les méthodes de compression dont vous a parlé Marianne. Et là aussi, on aura des ateliers sur ces cas d'usage, avec des cas d'usage sur ces méthodes de compression, notamment essayer de voir en fait aussi, par exemple, en termes de taux de compression finalement, parce qu'on peut compresser à 90%, à 10%, à 20%, donc en fonction du taux de compression des modèles qu'on va prendre suivant les méthodes, où est-ce que l'on perd vraiment de la performance ou pas. Et donc ça, c'est des ateliers qu'on proposera. Voilà, sur les prochains événements, on essaiera d'inviter des compagnies ou des universités US qui seraient intéressées. Donc, ils seront certainement en anglais et plutôt peut-être en début de soirée. Voilà, pour des questions de décalage horaire. Donc, ça, c'est les plans. Et puis, du coup, les workshops suivants seront à l'automne avec. Donc, on continuera sur l'aspect use case autour de peu de volume de données. Et puis, on attaquera les use cases sur toutes les méthodes de compression après aussi. Voilà. Et l'idée, c'est à terme, donc certainement essayer à partir de l'automne, peut-être d'organiser le même type de workshop aussi aux États-Unis. Comme ça, on pourra aussi comparer avec les résultats de ce qu'ils vont faire eux sur ces workshops-là. Et puis effectivement, se dire qu'on pourra planifier, on est en train de regarder pour planifier une learning expedition sur ces sujets-là, où là, ce sera vraiment aller là-bas ou peut-être après les faire venir ici sur ces sujets.
Donc, voilà un petit peu les étapes. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ça. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des thématiques qui manquent, quelque chose que vous aviez en tête qu'on n'a pas abordé Vous avez côté ce soir, j'ai une question peut-être assez générale, c'est en fait on code tous en Python, et c'est pas a priori pas un langage très efficace. Est-ce que est-ce que je peux arriver des trucs comme ça, etc. On a l'impression que ça doit fait pour être plus rapide, mais pour autant, ça rapproche un peu plus d'une code machine, mais est-ce que pour autant ça ne vaudrait pas le coup de tout réécrire sur des trucs en C++ ou est-ce que c'est un vrai problème d'ailleurs ou pas? Ouais, ça serait mieux. Après, il y a de très bonnes raisons pour lesquelles on est passé au Python. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus facile. Le temps de programmation est vraiment. Et on pile des couches justement d'efficacité. C'est vrai que je pense que si je pense qu'il y a pas mal de choses dans des circuits embarqués ou des choses comme ça qui reviennent à des programmations beaucoup plus bas niveau parce qu'on gagne un temps fou. Ça nous arrive aussi des fois quand on a un gros système de passer en Ça fait beaucoup en ce moment aussi sur les large language models. Donc, on a la masse CPP, c'est plus qui a été sorti, les Konya, ils refont des nouveaux codes. Ils refont certains modèles un peu plus. Pour les embarquer directement sur une chiffre. Des fois, l'obfuscation du code aussi qui fait que compliqué, donc du coup, pour ça, beaucoup de passer. Donc oui, ça fait partie un peu de certaines bonnes pratiques pour pouvoir économiser un peu, mais une fois qu'on est bien sûr qu'on ne va pas plus refaire l'expérimentation, qu'on est très content de ce qu'on a et qu'on veut embarquer une fusée. Il y a d'autres thématiques, oui. C'est une question pour les outils de benchmarking. Est-ce qu'ils sont utilisables sur le téléphone mobile? Si on veut regarder les performances d'un modèle en marché sur le téléphone. Alors, ça s'intègre quand même dans ton code Python. Donc, il faut que tu runs un code Python sur ton téléphone. Mais forcément, oui. N'importe quel processeur. Enfin, ça dépend. Moi, je connais Code Carbon. Je ne sais pas les autres, vraiment aussi bien, mais. Code Carbon, ça supporte multi sur cluster, multi GPU. C'est un truc qu'on est en train de voir en ce moment. On est en train de faire un port sur Code Carbon parce qu'il y a des petits problèmes avec certains clusters. Ça s'adresse. C'est un patch qu'on a entendu. Sur Dataiku, ça fonctionne bien. Sur Dataiku, je n'ai jamais utilisé. C'est bon. On a un projet de tracker aussi sur Dataiku. Sur les consommations énergétiques. Pas directement transféré en carbone, mais plus sur la consommation de carbone. Et du coup, avec un outil que vous auriez développé vous-même, quelque chose à intégrer une solution non, quelque chose in-house. In-house. On en développé aussi. Le technique. Bon, on pourra le benchmarker. Je vais faire un message. Et du coup, voilà, on arrive à la fin de la présentation. Donc, l'idée, c'est que si vous voulez contribuer, vous êtes les bienvenus. Soit vous pouvez rejoindre la cantine et avoir un rôle un peu plus sur le scope, sur les pratiques de use case ou si vous avez des jeux de données ou des cas d'usage que vous voulez benchmarker voilà. Aider à la préparation des workshops, à participer activement aux workshops, aider à la synthèse du contenu. Voilà, il y a toutes les façons. Donc, si l'aventure vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester. Si vous avez des idées aussi, et puis n'importe quelle autre façon, en fait, de constituer. Donc, comme on dit, on est en train de construire le projet. Donc, il y a encore plein de choses ouvertes et encore plein de choses. Voilà, merci à tous. Je sais pas si vous avez des questions à distance.
use cases de frugalité à partager. Ou des use cases de frugalité à partager. Est-ce que vous avez des use cases chez vous que vous identifiez qui tomberaient bien dans cette catégorie-là? Je pense que vous n'êtes pas dire de mots, parce que nous, à Badalegi, on travaille pas mal, personnellement, sur. On a lancé un projet récemment sur une dataset distillation, donc des concepts, comment faire de données multi-synthétiques qui va répliquer les gradients, par exemple. C'est des choses qui nous intéressent. Mais on se rend compte que souvent, ou plutôt de la sélection vers 1 million de données, comment j'en prends 1000 qui soient les plus pertinents, en prenant les non redondants, ceux qui ne sont pas trop difficiles et en même temps qui permettent au modèle d'apprendre. Il y a pas mal de méthodes qui font ça, ce qu'on étudie. Et par contre, on se rend compte que très souvent, vu qu'on voit un logiciel, c'est très difficile pour les clients, quand ils ont de la donnée, de leur dire vous n'avez pas utilisé. Mais ça, je pense que c'est un truc assez local. Et on remarque avec le client. Ils vont vouloir utiliser tout. Voilà, parce qu'ils disent on a toutes ces données, pourquoi est-ce que je suis là partout? Mais justement, cette boucle dont je parlais tout à l'heure, qui peut être de dire bon, vous allez utiliser un petit dataset de données pour rapidement aller optimiser certaines parties, etc. Et à la fin, peut-être refaire un apprentissage sur l'ensemble. Voilà, je ne sais pas s'il y a eu justement des évaluations de pouvoir de dire si cette méthodologie est applicable. Effectivement, on obtient finalement le meilleur modèle en faisant ça, enfin, aussi bon que si on avait tout fait avec les normes datasets tout le long, tout ce qui est optimisation des hyperparamètres. Mais si, voilà, ça peut être ça l'incentive, c'est de dire voilà, vous allez moins dépenser en énergie, en machine, etc., pour arriver plus vite. Et à la fin, vous allez quand même pouvoir vérifier sur votre modèle complet, éventuellement. Oui, c'est sûr. Pour les étapes intermédiaires. Le message qu'on peut pas faire passer, mais c'est vrai que le paradigme, en ce moment, plutôt si je ne sais pas donné, j'utilise. Malgré les gains de temps, du coup, c'est là où la sensibiliser avec là, ce que vous êtes en train de faire, ça consomme autant que la ville de Paris. Tant de jours. Bon. Ça aide beaucoup ce genre de comparaison. Et au moment que sinon c'est très abstrait en fait. Mais oui, c'est plus. Après, ceux qui sont sur des GCP, Azure et compagnie, ils le voient aussi concrètement en coût de compute. On a commencé à faire un peu des benchmarks, donc on commence à implémenter ces trackers sur quasiment tous nos projets maintenant. Donc on a essayé, donc on est beaucoup sur Databricks, on essaie différents types de clusters, différents types de ça, et en fait c'est pas du tout lié, c'est pas aussi évident que le coût monétaire et le coût de carbone soient complètement liés, et en fait on se rend compte aussi que le temps de process n'est pas forcément aussi lié. Tout ça, il y a quand même une relation importante, mais ce n'est pas exactement complètement linéairement corrélé. Et du coup, c'est assez intéressant d'essayer. Donc, on fait des tests où on a le même code sur différents clusters. On fait aussi des hackathons en interne, et donc on regarde différents data scientists pour le même problème, comment est-ce que la consommation varie. Donc, il n'y a pas beaucoup de formalisation des pratiques de quoi faire quand, et il y a beaucoup de travail de formalisation, beaucoup d'expérimentation encore. C'est assez intéressant, moi j'aime. Merci beaucoup, merci à tous. Et puis n'hésitez pas à regarder les news, on va vous tenir informés. N'hésitez pas à revenir vers nous si ça vous intéresse, si vous avez des idées. Voilà, donc on sera ouvert aux idées et à nos idées. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.